Bonsoir à tous, bienvenue. Merci de nous retrouver pour cette émission spéciale. Nous la consacrons bien évidemment à la crise de la Covid-19. Nous sommes actuellement en direct de Miami et j'ai le plaisir d'être en présence de Laurent Galisso, le consul général de France à Miami, de Sandra Pouliken, qui est consul adjointe, et également de Pascal Garcia, en charge des affaires sociales. Alors tout d'abord, bonsoir à tous les trois. Merci d'avoir répondu Bonsoir. favorablement à l'invitation Bonsoir. de French. Bonsoir. Au, Merci, bonsoir. au cours de cette émission, je vais être également épaulé par ma collègue Anastasia Peuteuil en direct de Washington, D.C. Et vous le savez, nous allons répondre à toutes vos questions et vous en avez beaucoup en 3 temps, en 3 parties cette émission. Tout d'abord, la première partie est consacrée au voyage et au déplacement. On répondra à toutes vos questions, savoir comment voyager en France, est-ce que c'est possible et dans quelles conditions. On s'intéressera également au service du consulat, le consulat de France à Miami, qui a rouvert ses portes, le premier sur le territoire américain. Il a rouvert ses portes le 8 mai dernier. On reviendra sur ces services et on terminera également par une partie consacrée aux aides pour les ressortissants français. Vous avez également beaucoup de questions sur ce sujet-là. Alors, sans plus attendre, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom, si vous nous suivez sur le Facebook Live. Vous le savez, vous pouvez interagir sur Facebook, mais le plus simple, si vous souhaitez prendre la parole, c'est de venir ici sur la plateforme Zoom. Vous avez le lien dans le post Facebook. Vous avez un icône en bas de la fenêtre. Levez la main, c'est très simple. Vous levez la main et on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Sans plus attendre, je le disais, on va débuter en prenant cette première question donc, de Patricia qui concerne les déplacements et les voyages. Notre première partie, Patricia qui est à Miami et qui se demande dans quelles conditions pouvons-nous voyager entre la France et les États-Unis, et notamment pour cet été, Laurent Galisso. Alors, cet été, effectivement, la France rouvre, vous l'avez vu, et c'est une bonne chose, même plus vite que prévu. Et on peut être tenté, évidemment, de rejoindre la France. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a à la fois une mesure de précaution qu'on évite les voyages internationaux, dans la mesure du possible, parce que ça reste quand même un grand facteur de contamination, et que ensuite, effectivement, tout Français peut rejoindre le territoire national, mais on souhaite qu'ils exercent en responsabilité une retenue et se disent est-ce que mon voyage est absolument impérieux. Donc, on a effectivement des mesures. Quelle est la notion d'impératif ou le côté impérieux de mon déplacement? Ceci dit, tout Français, évidemment, peut rejoindre le territoire national. Les conditions aujourd'hui sont celles d'une quarantaine, alors on dit toujours ce mot, mais c'est 14 jours de confinement à domicile, voilà, le lieu de sa résidence, et de façon, comment dire, on se prend en charge de soi-même. Voilà, à ce stade, ce sont les conditions d'accès pour les Français en France. Étant entendu aussi que nous restons avec peu de vols directs depuis Miami, il n'y en a pas. D'Atlanta, c'est 3 fois par semaine, autour de $1 000. Voilà ce que je peux dire. Alors, Laurent Sandra, Galisso, peut-être oui. Non, non, Est-ce allez-y. qu'il y a des choses à compléter, Sandra, de ton côté? Effectivement, donc depuis le 25 mai, il y a une quatorzaine volontaire pour les voyageurs en provenance de l'extérieur de l'espace européen. Et donc, comme Laurent l'a dit, ça peut être à domicile, sinon éventuellement dans un lieu mis à disposition. Par contre, bien sûr, il y a une quatorzaine obligatoire si jamais les personnes présentent des symptômes. Et donc, désormais, depuis le 25 mai, outre l'attestation de déplacement international dérogatoire qu'il convient de continuer à compléter, il y a aussi une déclaration sur l'honneur d'absence de symptômes du Covid-19 à compléter. Donc, il y a Voilà, ces 2 attestations sont sur le site internet du consulat. Et vous avez évoqué les motifs impérieux, Laurent Galisso. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les véritables motifs impérieux? Alors, la notion de motif impérieux, c'est ce que on ne peut pas remettre en cause. Donc, effectivement, aller voir ses petits-enfants, avoir un rendez-vous de travail, alors qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup par Zoom. Est-ce que c'est à l'appréciation? On ne peut pas, évidemment, interdire le territoire français à un compatriote. Ça, c'est évidemment hors de question.
mais on fait appel à son bon sens. Aujourd'hui, même si l'épidémie recule, la principale voie de contamination est dans les déplacements internationaux, les déplacements dans les avions. Donc, faisons attention. Bien évidemment, une personne malade, une personne qui a besoin de soins, c'est un motif sérieux, on va dire un motif impérieux. Et on est d'accord qu'à partir d'aujourd'hui, donc à partir du 2 juin, on n'est plus limité à 100 km pour se déplacer. Voilà, tout à fait. La règle des 100 km a été levée, donc c'est une bonne chose, ce qui permet quand même de circuler dans l'ensemble du territoire métropolitain. Et vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, on peut voyager. Donc, bon, vous ne le conseillez pas de rentrer en France cet été. C'est bien ça, l'idée, c'est de limiter les déplacements, limiter les voyages. Voilà, si c'est pour des vacances, effectivement, c'est un peu risqué. D'abord parce qu'au regard de votre statut en tant que résident ou non résident aux États-Unis, vous allez avoir un problème de retour. On rappelle qu'il y a 2 déclarations présidentielles, celle du 11 mars et celle du 22 avril, qui limitent en fait l'accès au territoire américain. Donc, en fonction de votre statut, si vous avez une carte verte ou pas de carte verte, vous allez avoir des difficultés à rentrer sur le territoire américain. Et une fois encore, les vols sont peu nombreux. Donc, les gens qui venaient là, très récemment de Paris, il n'y a qu'un seul terminal ouvert à Roissy et les avions sont pleins avec 60 personnes. Bon, ça peut être très confortable, mais je donne cet exemple pour montrer du doigt que bien sûr que la vie va reprendre. Au niveau du transport aérien, ça risque d'être beaucoup plus long et il faut faire attention quand même à quoi on s'expose. Si c'est juste pour prendre des vacances, je pense qu'il y a d'autres options, notamment en Floride, hein, il faut quand même le dire, de prendre des vacances localement. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, les États-Unis, enfin, quand on voyage depuis les États-Unis vers la France, on doit se plier à cette quatorzaine, donc quatorzaine volontaire, mais quatorzaine tout de même. On a une question de Rémi, justement, qui nous demande, est-ce qu'on peut envisager une escale dans un pays européen afin d'éviter la quatorzaine une fois arrivé en France? Alors, Sandra, parce que je pense qu'elle a bien creusé la question. Dans tous les cas, en arrivant en France, il y aura la quatorzaine volontaire, dans tous les cas, qu'on fasse escale ou pas dans un autre pays. Donc, dans tous les cas, voilà, il y a la réponse à Rémi, qu'on passe par n'importe quel… Après, ceci dit, oui, pour compléter mon propos, c'est vrai que les voyageurs qui proviennent de l'Union européenne ne sont pas soumis à ce type de mesures, mais on n'a pas vraiment d'informations sur justement s'il y a quand même une obligation ou pas si on fait un transit. Mais bon, dans tous les cas, en arrivant en France, il y aura une quatorzaine volontaire qui sera demandée. Donc, en tous les cas, il faut appliquer la quatorzaine volontaire. Très bien, merci. Oui, il ne faut pas trop essayer de jouer comme ça sur les différents statuts. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué en Europe parce que certains pays du Sud ont rouvert pour les touristes. La Grande-Bretagne a dit qu'elle allait obliger une quatorzaine. Ils sont en train de revenir dessus. S'ils le font, nous, on va dire par réciprocité, on le fait aussi. Donc, effectivement, les choses sont assez instables par rapport aux escales et au transit à travers un autre pays européen. De toute façon, comme le rappelait Sandra, vous n'échapperez pas à la quatorzaine auto-réalisée, mais quand même. Donc, voilà, si c'est… je pense que les gens pensent qu'on va trouver la petite combine. Il n'y a pas de combine. Je pense que le souci principal, c'est votre santé, l'agrément de votre voyage et la nécessité de ce voyage. On peut s'amuser à faire toutes sortes d'escales de trajets. En règle générale, ça complique et vous allez aller au-devant souvent de décisions unilatérales des pays qui peuvent être prises au dernier moment. En fonction de l'évaluation de la situation, parce qu'aujourd'hui, elle décroît, mais il peut y avoir d'ici, en fonction de la date de votre voyage, d'ici 3 ou 4 semaines, il peut y avoir des régions particulières en Europe ou des pays où l'épidémie reprend. On n'en sait rien. Donc, vraiment, prudence là-dessus. N'essayons pas de jouer le bison futé du Covid-19. Ce n'est pas du tout responsable. Je crois que la
la vraie responsabilité que vous avez, c'est est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que j'ai un motif impérieux de me rendre en France? Merci pour ces précisions, Laurent. Donc, je vous le rappelle, pour l'instant, on pose beaucoup de questions qu'on a reçues par email. Si vous avez également des questions, si vous souhaitez participer à cette discussion, rejoignez-nous sur Zoom et vous pourrez ainsi prendre la parole pour poser votre question en direct. Et nos trois invités se feront donc, je l'imagine, un plaisir d'y répondre. On continue avec cette question de Léa. Alors, elle se pose une question par rapport à son fils. Il est âgé de 6 ans, il a un visa L2. Et elle veut savoir si son fils de 6 ans pourra rentrer cet été, rendre visite à ses grands-parents, en sachant qu'elle ne voyagera pas avec lui. Il sera accompagné par une amie. Voilà, donc savoir s'il peut rentrer en France, c'est une question. Et ensuite, surtout, s'il pourra revenir sur le territoire américain, en sachant qu'il a 6 ans et qu'il est en visa L2. Alors, Sandra, peut-être. En fait, donc, la proclamation de la Maison-Blanche du 11 mars dernier donc, prévoit certaines exemptions. Par contre, les visas L2 ne figurent pas dans ces exemptions. Il s'agit principalement des résidents permanents et des titulaires de carte verte. Donc, il est à craindre que cet enfant ne sera pas en mesure de rejoindre les États-Unis en étant titulaire d'un visa L2. Merci pour ces précisions, Sandra. On peut poursuivre avec une question de Charlotte également. Donc, elle explique qu'elle est actuellement enceinte. Son accouchement est prévu pour mi-juillet. Elle aimerait savoir si ses parents vont pouvoir venir voir son enfant, forcément. Et donc, elle, finalement, elle est sous Green Card. Donc, elle aimerait savoir si ses parents peuvent venir la voir ici aux États-Unis alors qu'elle elle est sous Green Card. Alors, ça dépend de son âge. Parce que les exemptions dans la déclaration présidentielle, c'est moins de 21 ans. Alors, si elle a moins de 21 ans, effectivement, ses parents peuvent venir. Si elle a plus de 21 ans et que c'est les grands-parents, il n'y a pas d'exemption pour les grands-parents. Donc, c'est vraiment les parents d'une personne résidente de moins de 21 ans. Très bien, merci pour ces précisions. Il me semble également qu'on a une question donc en direct cette fois-ci de Patricia. Bonsoir Patricia, est-ce que vous nous entendez? Alors, il me semble que Patricia n'a pas mis son micro en route. Oui, si, ça y est. Patricia? Allô? Oui, Allô? bonsoir Patricia. Et bonsoir. Je vous en prie. Je suis ravie de pouvoir avoir accès à toutes ces informations. C'est vraiment super ce format parce qu'en effet, nous Français résidant en Floride, enfin à l'étranger, aux US, c'est pas toujours évident de savoir quelles sont les règles. Donc moi j'ai plein de questions, mais je vais surtout vous en poser une par rapport à ces jeunes que nous avons et qui sont en fait en collège aux États-Unis et qui sont rentrés au mois de mars chez leurs parents en France rapidement et qui vont espérer pouvoir retourner en collège aux US au mois d'août. Et voilà, je me pose vraiment la question de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir revenir en sachant que je vous pose cette question parce qu'en fait, ce sont des sportifs de haut niveau, qui jouent pour les collèges aux États-Unis et donc qui ont quand même des échéances, notamment bien sûr académiques, mais aussi de suivre un programme de tournoi aux US avec leur fac. Et on se demande vraiment est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer au mois d'août pour suivre leurs cours, évidemment, et donc aussi faire partie de leur équipe de collège le moment venu. Alors, sur cette question, d'abord, je ne suis pas sûr que tous les établissements vont rouvrir au mois d'août. Donc, il faut bien s'assurer de cela. Oui. Et ensuite, effectivement, ça dépend, effectivement. Ils sont donc leur âge, ils ont quel âge? Ils sont résidents ou ils sont des invités? Ils sont invités par qui, en fait? Par quel type d'établissement? Ce sont des jeunes qui, ils ont quel âge? Études, ils sont dans leur 4 années de collège, d'université, en fait, aux US. Donc, ils ont ce qu'on appelle des scholarships aux US et donc ils ont un visa d'étudiant, hein, je suppose, et ils jouent pour les facs aux US et donc ils ont des visas. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut, on est vraiment dans le questionnement de savoir s'ils vont avoir des
est-ce qu'il n'y a pas voilà, quelque chose de particulier parce qu'ils ont quand même un statut voilà, d'étudiants aux US, ils ont un visa d'étudiant, mais est-ce qu'on va les laisser rentrer en fait aux US en sachant la déclaration du 22 avril, elle est claire, c'est que à partir du moment où vous êtes hors des États-Unis, vous ne rentrez plus. Visa étudiant, je ne sais pas, Sandra, mais il me semble que ça va être compliqué. Il faudrait regarder en détail la proclamation du 11 mars de la Maison-Blanche qui est sur notre site internet. A priori, je ne pense pas, mais vu qu'il s'agit de sportifs de haut niveau, il y a peut-être moyen de vérifier auprès de l'ambassade des États-Unis en France s'ils peuvent faire partie des exemptions. Et vu que leur retour est prévu en août, on ne sait jamais que la législation américaine évolue d'ici là, mais il est peut-être plus prudent de vérifier auprès de l'ambassade des États-Unis en France s'ils peuvent éventuellement faire partie des exemptions. D'accord, oui, c'est ça. Ils sont sportifs de haut niveau en fait et sont détachés aux US. Et en fait, c'est vrai que c'est quand même un souci pour eux de savoir ce qui va se passer. Alors, leur fac leur disent, celles en tout cas qui ont prévu de recommencer les cours au mois d'août, leur disent oui, on vous attend, mais en même temps, en ne sachant pas vraiment quelles vont être les règles de voyage pour eux en fait. Non, c'est vrai que c'est compliqué. D'accord, ok. Donc, au jour d'aujourd'hui, en fait, alors, il faudrait poser la question à l'ambassade des États-Unis, au consulat des États-Unis à Paris. Malheureusement, il est fermé, mais ils répondent aux mails quand même. Mais ceci dit, leurs services sont fermés. D'accord, mais ils répondent aux mails, donc on peut envoyer un mail. Oui, oui, tout à fait. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. On a également une question donc sur Facebook, on l'a un petit peu évoqué, c'est Sylvain qui se pose la question, est-ce que le travel ban risque d'être levé finalement le 15 juin parce que le président Donald Trump aurait fait des déclarations dans ce sens-là la semaine dernière. Est-ce que vous avez un petit peu plus d'informations de votre côté ? Alors, on a bien entendu les indications du président Trump concernant certains pays, y compris européens, qui présenteraient un faible risque sanitaire. Bon, mais ceci dit, ça n'a pas encore été suivi des faits. L'administration ne s'est pas prononcée. Donc, effectivement, c'est quand même sous recommandation du secrétaire d'État et des secrétaires d'État à la santé également que le président peut être amené à prolonger ou abroger cette déclaration. À ce stade, il en a parlé une fois, donc il y a maintenant presque une semaine, mais on n'a pas d'indication sur les intentions d'abrogation. Très bien, merci beaucoup. On a également une question de Vitaline. Alors cette fois-ci, c'est un couple de Belges. Ils étaient installés sur Miami. Ils vont devoir rentrer, partir des États-Unis. Et ils expliquent en fait que finalement, ils n'ont plus de pied-à-terre en Belgique. Seulement le père de Vitaline a un logement dans le sud de la France. Elle se pose la question de savoir tout simplement, est-ce qu'elle va pouvoir aller en France dans ce logement que son père détient ? Alors, compliqué parce que pour les ressortissants européens, c'est la résidence principale en France qui est le critère. Donc, c'est très heureux de savoir que ses parents sont multipropriétaires, mais si ce n'est pas la résidence principale, ce n'est pas un cas qui permet d'accéder au territoire français. Donc, après, est-ce que son père a d'autres propriétés ? Mais voilà, il faut que la notion de résidence principale en France est une notion importante pour autoriser les non-français, enfin les citoyens européens d'autres pays à venir en France. Très bien, merci pour elle en tout cas. Il me semble qu'on a Cédric actuellement avec nous qui a une question sur les visas E2. Bonsoir Cédric. Bonsoir, bonjour monsieur le consul, bonjour tout le monde. Concernant les visas E2, mon visa E2 se termine au mois de novembre. Je suis aux États-Unis avec ma famille. Ma femme a un I-94 qui se termine au mois d'août. Il paraîtrait que concernant les visas E2, tous les dossiers qui sont déposés sont quasiment systématiquement refusés, soi-disant pour manque de documents. Apparemment, ils joueraient la clue pour plus renouveler les visas E2. Et effectivement, c'est problématique parce que ma femme doit sortir du territoire pour renouveler son I-94, sauf qu'elle ne peut pas rentrer n'étant pas citoyenne américaine ou titulaire d'une green card. Donc, ma question est de savoir si, parce que je m'aperçois là depuis une semaine que beaucoup de visas E2 sont dans cette configuration et je me demandais simplement si
vous comptiez mettre en place quelque chose pour nous aider, que ce soit dans les prolongements du 94, est-ce que c'est possible? Et comme les ambassades étaient fermées jusqu'à maintenant, enfin, c'est très compliqué. Surtout qu'on ne sait pas à l'avenir comment ça va se passer d'ici cet hiver. Donc, on est vraiment dans une situation très, très compliquée. Oui, merci de votre question. Je comprends bien la difficulté. Mais vous vous rendez compte aussi que vous posez des questions sur les visas américains à un service français. Et donc, je comprends parce que vous êtes français et vous avez envie de parler avec nous, mais vous demandez à qu'on clarifie des positions qui sont celles de l'administration américaine. Donc, ça nous est quand même assez compliqué de dire pourquoi on ne délivre pas des visas E2 et pourquoi ceci serait interdit du territoire américain. C'est une compétence américaine. Alors, je pense, voilà, notre réponse, c'est-à-dire que nous, évidemment, on comprend que tout ça est imbriqué, que vous êtes français avec un projet, mais le fait que vous soyez résident aux États-Unis, c'est une mesure, la délivrance de ce visa et votre accès au territoire américain qui appartient aux autorités américaines. Vous voyez, c'est pas nous qui pouvons. Et ce que je disais précédemment, c'est que la déclaration du 22 avril du président Trump était assez négative, puisqu'elle est faite pour suspendre l'entrée des immigrants qui représentent un risque pour le marché du travail américain. Et malheureusement, le visa E2 est considéré comme un risque pour le marché du travail américain. Donc, à ce stade, effectivement, vous avez un visa E2, vous avez demandé et consenti un investissement important, mais l'administration américaine considérait que vous étiez un risque pour le marché du travail américain. Donc, c'est vrai que nous aussi, on s'interroge. J'embauche 2 employés américains, donc si tu pars, ça fait 2 chômeurs en plus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ceci dit, la logique de la déclaration présidentielle est de dire vous êtes une menace pour le marché du travail américain. Et je comprends votre frustration et même votre déception par rapport à votre projet initial. Ça, je le comprends. Très bien, non, je voulais simplement savoir si vous aviez des informations. Je vais laisser la place à d'autres questions parce qu'il y a beaucoup d'autres questions, j'imagine, de Français. Mais merci. Merci beaucoup, Cédric, pour votre question. Merci à vous, en tout cas. Merci. Merci bien. Et justement, on va enchaîner. On va passer à la seconde partie de cette émission donc, spéciale. On va parler des services du consulat. Je le rappelle, le service a ouvert, le premier à avoir rouvert sur le territoire américain. Le consulat de France à Miami a rouvert ses portes le 8 mai. Comment ça se passe? Quels sont les changements, Laurent Galisso? Alors, nous faisons un accueil sur rendez-vous. Et nous envoyons effectivement pour les demandes de passeport un échange avec des courriels pour instruire la demande et faire en sorte que le rendez-vous se passe le mieux possible puisque l'accès à notre immeuble est limité pour la prévention. Donc, il faut que vous preniez un créneau horaire, que vous vous appeliez pour qu'on aille vous chercher. Ensuite, ça se passe très bien parce qu'on s'aperçoit que les consignes sont relativement bien respectées, de venir seul, de venir avec un masque, avec son stylo, d'avoir ses photos. Il n'y a pas d'aller-venue, donc on a un petit peu rationalisé, on va dire, le processus. Donc, pour les demandes de passeport, elles sont instruites immédiatement, elles prennent 2-3 semaines, on va dire, moins d'un mois pour être instruites, donc il faut être patient, d'autant que les rendez-vous, en fait, aujourd'hui, sont quasiment complets jusqu'à début août. Donc voilà, il y a une demande, et c'est tout à fait normal, des Français d'avoir des documents de voyage. Et parallèlement à ça, nous avons ouvert des créneaux pour remettre les titres, puisque pendant les mois de fermeture, nous avions eu accumulé, en fait, on va dire, un certain nombre de documents de voyage, de passeports, notamment de cartes d'identité, que l'on remet aux différents usagers. Alors, on commence à avoir quelques questions justement par rapport au très bien. Par rapport au papier d'identité. On a une question de Fabienne. Fabienne, vous êtes en ligne. Bonsoir Fabienne. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir, merci beaucoup pour répondre à toutes ces questions. Alors, ma fille, elle est américaine. Moi, je suis française on the green card. Et elle a été acceptée dans une école française internationale pendant 1 an pour faire son 10th grade. Et j'ai envoyé les papiers pour qu'elle devienne française, pour la nationalité française. Et après ça, j'allais lui faire son passeport, mais tout est on hold. You know, ils peuvent rien faire maintenant et je ne sais pas quoi faire avec ma fille en août quand je dois l'envoyer en France pour aller à l'école. Sandra, peut-être sur les instructions des demandes de nationalité.
Donc, en fait, je comprends que vous avez fait les démarches auprès du consulat à Washington pour transcrire son acte de naissance et que vous vouliez ensuite déposer une demande de passeport à partir de cet acte de naissance français. Elle pourra voyager en France cet été avec son passeport américain si, parallèlement, elle fournit un acte de naissance même américain qui justifie de sa filiation à l'égard de son parent français. Donc, Ok. puisque, comme on l'a indiqué tout à l'heure, les ressortissants français sont admis sur le territoire français actuellement. Donc, ça peut être une solution, voilà, à condition qu'elle justifie de sa filiation à l'égard d'un parent français et qu'elle voyage avec son passeport. Et ok, donc en tant qu'Américaine, elle n'a pas le droit de rester plus de 3 mois aux États-Unis. Voilà, Alors, en comment France. elle fait? En France, je veux dire, pardon, oui, oui. 90 jours. Ouais. Ouais. Oui, Donc, tout à fait. elle pourrait rentrer à la Toussaint, rester 2 semaines ici et repartir. Mais j'ai lu qu'il ne la laisserait pas repartir parce que 2 semaines, c'est pas assez long. Je ne suis pas sûre d'avoir. Elle resterait combien de temps du coup en France? 1 an pour toute l'année scolaire. D'accord. Mais peut-être d'ici là qu'elle aura obtenu l'acte de naissance, enfin peut-être que le consulat à Washington aura établi son acte de naissance français d'ici là et qu'elle pourra déposer une demande de passeport en étant en France. Elle aura le droit de faire ça? Si je lui envoie tous les papiers, elle a le droit de le faire en France? Oui, tout à fait. La demande de passeport peut être déposée auprès de n'importe quelle mairie, auprès de n'importe quel consulat. Et comment ça se passe à ce niveau? Donc, elle aura une entrée avec son passeport américain, mais pas de retour. Est-ce qu'elle pourrait avoir des problèmes à cause de ça? Je ne suis pas certaine. Dans le cas de doute, elle peut consulter la préfecture aussi. Ok. Ok, d'accord. Normalement, ce n'est pas un problème à partir du moment où elle aura un autre titre. Elle expliquera qu'elle voyage avec un autre passeport. Les gens ont parfois 2 passeports et utilisent l'un ou l'autre. C'est un cas de figure qui se présente assez fréquemment quand même. D'accord. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous, Fabienne, d'avoir posé votre question. Je vais me tourner vers ma collègue Nastasia. Il me semble que tu as une question d'une auditrice qui est avec nous. Oui, c'est une question d'Eliane qui a 84 ans et donc qui est une personne vulnérable. Elle demande comment elle pourrait recevoir son passeport chez elle sans se déplacer au consulat. Ah, Sandra. Alors, c'est possible de le recevoir à domicile. Enfin, dans tous les cas, il faudra qu'elle vienne en personne déposer la demande de passeport. Après, elle pourra recevoir à domicile son passeport si elle réside bien dans notre circonscription, à condition qu'elle soit inscrite auprès du consulat. Donc ça, elle peut le faire en ligne sur servicepublic.fr et il y a des conseils sur notre site internet. Et il faudra que le jour du dépôt de sa demande de passeport, qu'elle fournisse une étiquette et une enveloppe prépayée FedEx. Voilà. Mais en tout cas, c'est important qu'elle s'inscrive justement auprès du consulat, qu'elle mette à jour son dossier d'inscription, qu'elle apporte l'étiquette et l'enveloppe FedEx. Et du coup, elle pourra ensuite recevoir à domicile son nouveau passeport. Alors, petit détail important, en fait, elle a déjà fait sa demande, son passeport est prêt. C'est ce que je pensais. Son passeport est prêt. En théorie, mais qu'en pratique, elle n'avait pas fait sa demande d'envoi à domicile. On ne peut pas basculer, malheureusement, d'une demande physique, d'un retrait au consulat à un envoi postal, malheureusement. On ne peut pas. On a des limitations qui sont celles du ministère de l'Intérieur en termes de sécurité. Et donc, effectivement, ce que décrit Sandra est la procédure, on va dire, vraiment à faciliter parce que vous allez le recevoir chez vous, mais faites-le dès le départ. Demandez-le à ce qui est un envoi à domicile et soyez inscrit au registre. C'est les 2 conditions. Si vous ne le faites pas, on ne peut pas changer de procédure en cours de route, malheureusement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à la question d'Eliane. On va continuer avec un email là qu'on vient de recevoir à l'instant, la question d'un auditeur donc, qui nous écoute actuellement. Il explique qu'il est arrivé à Miami début mars suite à l'obtention de son visa E2 pour une période donc de 2 ans. Il explique son cas de figure pour sa famille, une épouse avec des enfants restés en France et qui devait le rejoindre au mois de juillet. Alors lui, sa question, un petit peu, il s'interroge à savoir s'il y a une possibilité que sa famille puisse le rejoindre. Est-ce qu'il y a une dérogation pour un rapatriement familial? Alors, Sandra, peut-être. J'aime que Sandra pose des questions compliquées. Moi, je ne fais que les questions faciles. Non, malheureusement, non. La proclamation de la Maison-Blanche du 11 mars dernier ne prévoit pas ce type d'exemption. Et il y a uniquement les parents, les enfants de personnes titulaires d'une green card ou de ressortissants américains qui sont autorisés à entrer sur le territoire américain en l'état actuel de la législation. Ouais.
La notion de résident permanent est très encadrée et un E2 ne permet pas ça. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. Donc, on va continuer. On parle actuellement des services du consulat, le consulat de France à Miami, je le rappelle, qui est ouvert depuis le 8 mai dernier. Si vous avez des questions, si vous êtes sur Facebook, vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur Zoom pour prendre la parole. C'est très simple. Si vous êtes déjà sur Zoom, vous avez un petit icône en bas de la fenêtre. Levez la main, vous cliquez sur lever la main et on vous donnera bien évidemment la parole pour que nos trois invités puissent y répondre. On va continuer donc à parler un petit peu de vos services, notamment les passeports. Est-ce qu'on peut se permettre de faire une première demande, un renouvellement? Ça se passe comment actuellement au niveau des demandes de passeports? Sandra, je pense que là, c'est la routine presque. Oui, tout à fait, c'est possible. On prend aussi bien les premières demandes que les renouvellements de passeports. Oui, tout à fait. Ouais. Sachant qu'on donne plutôt la priorité au passeport par rapport aux cartes d'identité. Très bien, donc c'est renouvellement de passeport plutôt que carte d'identité. Oui, tout à fait. C'est un besoin plus urgent, notamment pour pouvoir voyager. Absolument. Très bien, donc on vient recevoir également une autre demande par email. Donc c'est Chantal qui nous explique qu'elle est arrivée à Miami pour un séjour de 90 jours chez sa fille. Aujourd'hui, le délai est dépassé. Elle a pris un billet pour Paris en passant par Lisbonne, mais la compagnie aérienne avec laquelle elle vole n'a plus de vol actuellement. Donc, elle explique qu'elle avait un retour qui a été annulé. Comment peut-elle rentrer? Alors, le mieux, ça aurait été qu'elle contacte les autorités américaines. D'abord, il faut qu'il y ait des vols. Avant. Ouais. Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Le mieux, c'est qu'elle aurait été, le mieux aurait été de contacter les autorités américaines avant l'expiration de son ESTA. Sinon, elle peut essayer de voir auprès du bureau CBP le plus proche, par exemple à l'aéroport, pour essayer de voir s'il y a moyen d'obtenir une prolongation. Voilà, mais ça aurait été mieux effectivement de le faire avant, quoi. Ça, c'est en ESTA, en fait. Ça, c'est pour son ESTA. Mais pour rentrer en France, il y a 3 vols par semaine à partir de cette semaine depuis Atlanta. Donc voilà, il y a quand même des vols pour aller en France. Ils ne sont pas pleins, mais justement, ils existent. Et ce que je mentionnais, c'est à peu près le prix de $2000 par billet. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions également. Vous aviez évoqué tout à l'heure les délais qui se rallongent, c'est ça au niveau par rapport aux demandes qui ont été suspendues durant cette période de confinement. Est-ce que vous avez une visibilité à savoir à quel moment on pourra refaire de nouvelles demandes ou retourner dans une normale au niveau des services du consulat? On est déjà dans une normale, simplement. Bon, 2 semaines et demie, 3 semaines pour avoir son passeport, c'est pas non plus. Après, les rendez-vous, effectivement, la prise de rendez-vous, comme il y avait des rendez-vous annulés qui ont eu la priorité, les rendez-vous sont assez pleins jusqu'à début août. Mais voilà, les projets, je pense qu'il faut se projeter maintenant plutôt. J'ai envie de dire, il faut enjamber les vacances parce que je sais que c'est une frustration et qu'il y a beaucoup d'attentes, mais on essaye de dégonfler ça parce que c'est comme quand les gens voulaient venir à Miami à tout prix au moment du coronavirus et qu'on leur disait mais non, vous allez vous jeter dans la gueule du loup. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il faut être assez prudent et il faut se projeter effectivement plutôt sur la rentrée en espérant que les choses s'améliorent, ce qui est le cas en Europe et on l'espère aussi aux États-Unis, mais ce n'est pas encore vérifié. Donc, les rendez-vous, nous, on ne ferme jamais. Donc, on peut adapter s'il y a des demandes et ouvrir plus de créneaux. Quand on aura remis les titres, en fait, on va ouvrir plus de demandes. Donc, on va permettre d'accélérer cela. Mais à ce stade, oui, un renouvellement de passeport, généralement, pour un rendez-vous en août, ça va être pour début septembre. Ça sera pas, mais ça correspond aussi, je pense, à l'évolution de la crise que nous traversons.
Donc, il va falloir être patient, en tout cas. Il faut être patient, et puis je pense faut être patient et il ne faut pas surestimer je sais qu'il y a une frustration, mais l'intérêt de voyager aujourd'hui me semble pas complètement avéré, que ça soit pour des questions bien évidemment de sécurité sanitaire ou même d'ordre professionnel. Vous voyez, on est par Zoom, on travaille, on échange, on a modifié un petit peu aussi nos comportements. Et ça renvoie à la discussion précédente qu'on avait, c'est-à-dire à la nécessité impérieuse de voyager. On va continuer avec une question de Florence qui est en ligne avec nous. Bonsoir Florence. Est-ce que vous nous entendez, Florence? Oui, je vous entends. Oui, voilà, je viens de. On m'a enlevé du mute. Oui, j'ai une question. Donc, nous, on se trouve dans une situation où on est un peu au milieu d'une procédure. Mon mari a fait une demande de naturalisation par mariage. On a eu l'interview au mois de décembre, début décembre à Washington. Et apparemment, tout allait bien. Et donc là, maintenant, on ne sait plus trop où on en est. J'ai parlé au consulat de Washington qui nous ont dit qu'ils avaient reçu la déclaration de naturalisation de mon mari. Et en fait, ma question, c'est à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la situation courante qu'est-ce qu'il faut qu'on aille là-bas? Est-ce qu'il faut qu'on attende? Non. Alors, la bonne nouvelle, Florence, c'est que le consulat à Washington a rouvert hier. Voilà. Donc, voilà, on rouvre tous. Ça a été plus compliqué. Ils se sont réorganisés aussi un peu différemment. Mais donc, ils ont rouvert hier. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont pouvoir nous transmettre tous les documents vous concernant et on va pouvoir faire le plus rapide pour vous. Pas de problème. Ah d'accord, ok. Parce que quand ils m'ont écrit, ils m'ont dit que en fait, à partir de la rouverture, ce serait simplement pour les choses urgentes, quoi, les services urgents. Oui, mais à partir du moment où vous avez une demande instruite, envoyez-nous un petit email sur notre adresse à Miami. On va faire diligence pour que vous ayez une réponse le plus vite possible. D'accord, je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup Florence pour votre question. On va continuer avec une question qu'on a reçue par email, celle de Mathilde qui explique qu'elle a eu un bébé au mois de mai et qu'elle aimerait rentrer en France cet été pour profiter de son congé maternité. Elle se demande en fait si elle n'a toujours pas reçu son passeport américain, le passeport américain du bébé, est-ce qu'elle peut voyager avec son certificat de naissance? Alors, un bébé a besoin d'un passeport. Un bébé a besoin d'un passeport français ou américain, mais donc si les services américains ne lui ont pas délivré de passeport, il faut qu'il y ait un document de voyage. Est-ce que Sandra, pour compléter sur la façon dont… Parce qu'il faut qu'elle nous en dise plus un petit peu sur son statut. Elle est française, elle est américaine? Alors, on n'a pas la précision de savoir si elle est française ou américaine. Elle indique simplement qu'elle a eu un bébé et qu'elle souhaiterait rentrer en France. Elle explique également que pour le passeport français, il faut qu'elle ait un acte de naissance et que cela prendrait beaucoup plus de temps que prévu, sachant qu'elle veut rentrer en août. C'est pour ça qu'elle demandait si elle peut simplement voyager avec un certificat de naissance. On n'a pas d'autres précisions. Donc, en fait, effectivement, comme le disait Laurent, il faut impérativement que ce bébé ait un passeport. Après, ce passeport peut être américain. Et si c'est le cas, il pourra voyager aussi avec un acte de naissance prouvant sa filiation à l'égard de sa mère française. Très bien, merci pour ces précisions. Merci pour elle. On va continuer avec une autre question en direct cette fois-ci. Nous avons Nan qui est avec nous. Nan, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y, je vous en prie. Très bien. Merci à vous tous d'être là. Je suis américaine, mariée avec un Français. J'ai vécu en France pendant 33 ans, mais maintenant, nous sommes résidents aux États-Unis. Cela dit, je suis propriétaire d'un bien immobilier en France. Est-ce que je peux rentrer cet été ou cet automne avec mon mari français? Alors, c'est la discussion qu'on a eue sur la résidence principale, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire d'un bien, mais est-ce que c'est votre résidence principale? Non. Alors, votre mari est français. Notre résidence principale est français. Mon mari est français, mais notre résidence principale est ici à Miami. Non, mais si votre mari est français, vous êtes conjoint d'un Français, il n'y a pas de problème.
Ah ben voilà, d'accord, je vous Il faudra remercie. justifier du lien matrimonial à l'aide de votre acte de mariage ou du livret de famille. Ah ben, j'ai Voilà. le livret de famille, bien sûr. Ok, je vous Donc, c'est remercie. pas... Non, non, votre cas est simple. Merci. Merci Je vous beaucoup, en Nan, prie. pour votre question. On arrive donc à la troisième partie de cette émission. Je vous rassure, si vous avez encore des questions sur le déplacement, les voyages ou également par rapport au service du consulat, on pourrait y revenir dans les toutes dernières minutes de cette émission. Mais là, on va avancer sur ce troisième chapitre consacré aux aides mises en place pour les ressortissants français et notamment les ressortissants français vivant en Floride. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a comme aide? Quelles sont les aides mises en place justement pour ces ressortissants français? Alors, nous avons une experte, Pascal. Alors Pascal, on ne vous entend pas, je vous laisse activer le micro. Ah, Pascal, il faut activer le micro. Voilà, Oui, vous m'entendez maintenant? oui, parfait. Voilà, super. Alors, écoutez, pendant cette période de crise du Covid-19, le gouvernement a mis en place en fait une aide ponctuelle qui est un secours occasionnel de solidarité. Donc, bien sûr, pour pouvoir en bénéficier, il y a donc plusieurs critères d'attribution. Alors, il faut être inscrit au registre des Français de notre circonscription à Miami. Il faut pouvoir prouver, bien sûr, que vous avez une perte assez conséquente de vos revenus, donc du fait de cette crise du Covid, de ne pas pouvoir également bénéficier d'une aide familiale ou d'amis ou d'associations, ne pas avoir de moyens propres aussi pour vous sortir de cette crise. Et bien sûr, dernièrement, de ne pas être éligible en fait aux aides sociales qui ont été mises en place par les autorités locales. Alors, il faut savoir que ce secours occasionnel de solidarité est ponctuel et non mensuel. Donc, il représente pour une famille 255 € donc versés une fois et 170 € par enfant à charge. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le secours occasionnel de solidarité qui a été mis en place. Est-ce qu'il y a d'autres aides justement qui ont été mises en place à ce niveau-là? Alors oui, au niveau des autorités locales. Alors ça, on a une liste sur le site internet du consulat que vous pouvez consulter. Donc il y a des aides sur le CARES Act qui a été mise en place au niveau de l'ensemble des États-Unis et au niveau de la circonscription de Miami. Donc on a des aides sur l'assurance chômage, l'assurance logement, etc. Donc je vous conseille vivement d'aller voir notre site internet qui est mise à jour assez souvent. Très bien, merci beaucoup Pascal. Donc, je vous rappelle, on est en train d'évoquer le troisième chapitre de cette émission consacrée aux aides mises en place pour les ressortissants français. Si vous êtes sur le Facebook Live, si vous nous suivez en live sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur Zoom pour prendre la parole. On vous la donnera, c'est très simple. Il faut simplement cliquer sur le petit icône en bas de la fenêtre, lever la main et vous pourrez poser votre question en direct à nos trois invités. On va pouvoir continuer également en parlant un petit peu des bourses scolaires. Ouais. Ça se passe comment justement? Alors je m'adresse peut-être directement à Pascal, j'ai l'impression que c'est Oui. l'expert sur le sujet. Les bourses scolaires, est-ce qu'il y a eu des dérogations? Quand est-ce qu'on peut les demander? Ça se passe comment? Oui, alors en fait, on avait eu des nouvelles instructions puisque la remise, en fait, la date butoir de remise des dossiers de bourse était en fait fin février. Et cette date avait été repoussée en fait au 30 mai parce qu'on pouvait accepter des nouvelles demandes de Français qui avaient des enfants scolarisés, donc des écoles homologuées, ici à Miami, qui sont en fait le FAM et LFA Cooper City. Donc toutes ces familles en fait qui ont eu des difficultés pendant la crise de Covid-19 peuvent en faire une nouvelle demande pour le 3e trimestre. Donc ça a été un des cas. Ensuite, on pouvait accepter les familles qui sont déjà boursières, qui ont eu des difficultés récemment et qui, en fait, veulent réviser leur quotité. Donc ça, on réacceptait aussi ces dossiers, bien sûr, à condition d'avoir des justificatifs à l'appui. Et maintenant, cette date est passée et nous avons une seconde commission qui arrivera. Donc, on instruira des dossiers à partir du mois de septembre. Donc, je pense qu'on aura une date butoir de remise des dossiers fin septembre. Donc, voilà, toutes ces familles qui ont des difficultés financières peuvent dès maintenant, en fait, faire des demandes de bourse.
Alors, Voilà. on parle beaucoup Vous vouliez rajouter quelque chose, Laurent? Oui, non, je voulais juste rajouter qu'au-delà des familles aussi, on aide les établissements. Il y a tout un plan de l'AEFE et pour l'enseignement français à l'étranger qui est basé sur la possibilité de faire des prêts. Et on a eu 2 établissements de notre circonscription qui ont fait des demandes et nous les suivons attentivement parce que nous souhaitons effectivement qu'ils ne boivent pas la tasse et qu'ils puissent continuer leur activité malgré la crise. Alors, on Ouais. évoque beaucoup les aides financières. Il y a d'autres aides également qui existent, les aides psychologiques. Et on le sait, vous avez été très actif dès le début finalement de cette pandémie au sein du consulat de France à Miami. Vous avez mis en place une cellule de soutien et d'écoute. Est-ce qu'elle est toujours active? Ça se passe comment? Est-ce qu'on peut communiquer si, voilà, si on a besoin d'aide également, qu'on a besoin de se faire aider au-delà de l'aide financière? Alors Sandra, parce qu'effectivement c'est une belle nouveauté. On n'est pas les seuls complètement parce que New York l'a fait aussi, hein, de façon. Le confinement, la crise, c'est une source de tension énorme. Ici, les ouragans, hein, en plus, sont réguliers, donc il y a ce besoin aussi de parler, d'être accompagné. On l'a vu en particulier quand les navires de croisière Zaandam et Rotterdam sont venus avec quand même 85 Français et des situations très compliquées de personnes en souffrance et d'avoir des contacts auprès de psychologues à Miami les a beaucoup aidés. Et je passe la parole à Sandra parce qu'elle a suivi ça de très très près. Donc effectivement, on avait mis en place cette cellule consulaire de soutien psychologique à l'occasion de l'arrivée des bateaux Zaandam et Rotterdam et qui a permis d'apporter un soutien précieux pour nos ressortissants français qui étaient à bord. En ce qui concerne sinon la date d'aujourd'hui, on a une liste de médecins sur notre site internet à la rubrique vie pratique santé avec une liste de psychologues et donc il est possible de faire appel à eux pour bénéficier d'un soutien psychologique. Merci beaucoup. On va continuer donc dans ces dernières minutes. On va revenir sur des questions de déplacement, de voyage. Voilà, c'est vraiment les questions qui reviennent le plus souvent, qui intéressent également de nombreuses personnes. Il y a beaucoup de questions là qui arrivent sur Facebook. Au niveau des vols directs Paris-Miami, est-ce que vous avez des informations? Quand est-ce qu'on va pouvoir revoler directement entre Paris et Miami? Non. Alors, on n'a pas d'informations, mais une fois encore, le trafic aérien, l'information générale, va reprendre de façon très lente. Vous vous rendez compte qu'il n'y a que 20% des vols à l'heure actuelle entre la France, enfin l'Europe, je crois, et les États-Unis. Voilà, c'est une chute qu'on n'a jamais connue. Pour les gens qui ne sont pas allés en France récemment, à Roissy, il n'y a qu'un terminal ouvert. Donc, vous vous rendez compte? On parle que Orly, effectivement, rouvrirait fin juin, mais nous n'allons pas retrouver parce que le problème de l'exploitation commerciale des vols, c'est qu'il faut qu'il y ait une circulation dans les 2 sens. Or, aujourd'hui, nous avons des interdictions ou des restrictions d'accès au territoire américain et nous avons aussi des restrictions en France ou dans l'espace Schengen. Donc, vous voyez, ça ne facilite pas la reprise commerciale des vols. Donc, franchement, le message général, c'est on connaît votre impatience et effectivement, les États-Unis, hormis l'avion, c'est très compliqué, évidemment, de rejoindre les États-Unis. Et même à l'intérieur des États-Unis, les vols se sont raréfiés et on voit bien que c'est une impatience tout à fait légitime. Mais le redémarrage, que ce soit des compagnies que vous connaissez, alors Air France continue à opérer, bien évidemment, de 4 villes maintenant. Il y a Chicago, il y a Los Angeles, New York et Atlanta. Mais Miami, non. Parce que le business model, comme on dit, des échanges est largement contraint. Donc, il n'y a pas de vol direct. Fort Lauderdale non plus. Et les indications qu'on a, c'est au meilleur des cas, peut-être début juillet, voire déjà septembre-octobre. Donc encore, il va falloir être patient. On va enchaîner avec une question d'Albert qui nous a rejoint également sur Zoom. Bonsoir Albert, est-ce que vous nous entendez? Alors Albert, on a dû perdre… Albert, vous nous entendez? Oui, allô? Oui. Ah, bonsoir Albert. Bonsoir Albert. Bonsoir, bonsoir.
Je vous en prie, posez votre question. Voilà, nous aimerions savoir avec ma femme. Bonjour à tous et merci pour ce webinaire. C'est très intéressant. Alors, nous aimerions savoir si notre retour, nous devons partir. Normalement, nous avons un vol Air France et direct. Je vous entendais dire qu'il n'y avait pas de vol direct. Apparemment, il y en a à partir du 6 juillet. Voilà. Il débloque à partir du 6 juillet. J'ai eu l'information aujourd'hui. Mais de quelle compagnie? Air France de Miami. Parce qu'on a eu notre vol annulé et on cherche à partir un peu plus tard. Voilà. Donc, ma question est, j'ai un visa E2 et nous devons retravailler en France parce que j'ai un business en France et un business ici. Voilà, nous devons absolument repartir en France pour travailler cet été. C'est un impératif, surtout avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois et le manque d'activité aussi bien en France qu'ici. Donc, nous allons partir, mais le problème, c'est que j'ai mon travail ici aussi et je dois revenir. Donc, c'est… Votre retour à ce stade de la déclaration présidentielle, votre retour ne sera pas possible. Voilà, c'est ça. Bon, est-ce que vous avez une vue dans les 3 mois qui arrivent? Parce que si je dois revenir, ce sera qu'à partir de septembre. Je n'ai pas de boule de cristal. J'espère qu'effectivement, les restrictions seront levées. Mais vous savez, aussi bien la situation sanitaire aux États-Unis que la reprise économique sont quand même pas à ce stade très claires. Hein, donc, et que les indications de levée de ces restrictions… alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est attendons d'ici le 15 juin, hein, enfin oui, je pense. Ce qui va se passer. Voilà. Vous en saurez un peu plus. Vérifiez quand même pour le 6 juillet votre vol Air France, parce que je pense que effectivement c'est de la reprogrammation de billets, mais vérifiez bien si votre vol va être confirmé dans les semaines qui viennent. Je le souhaite. C'est ça, oui, à ce stade, nous n'avons pas eu confirmation qu'Air France reprenait des vols directs depuis Miami. Donc, je pense que c'est souvent les logiciels de réservation, on a vu ça beaucoup les derniers mois, qui vous redonnent une date un peu théorique. Et puis 2 semaines avant, ils vous disent « Ah ben non, il n'y a pas de vol ». Ça, ouais. Donc, revérifiez ça. Malheureusement, les compagnies, on leur a fait remonter beaucoup de problèmes. Elles ont des logiciels comme ça, un peu automatiques. Et tout le monde était sûr d'avoir un vol jusque quelques jours avant. Voilà. D'accord. Bon, ben on va essayer d'être encore un peu plus patient. De toute façon, on l'a été jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas un peu plus. Eh oui, il faut s'armer de patience. Merci bien en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup Albert pour votre question. Je vais me tourner vers ma collègue Nastasia également. Il me semble qu'on a une question sur Facebook cette fois-ci. Alors, je suis en train de récupérer. On a beaucoup de questions sur les retours en France et pour revenir ici. Donc, Vanessa demande, est-il risqué de rentrer en France cet été avec un visa L1 ? Y a-t-il un risque de ne pas pouvoir revenir aux États-Unis ? Alors, moi, je crois, mais sous le contrôle de Sandra, que le L1, effectivement, n'est pas couvert. Vous ne pouvez pas revenir avec un L1. Non, effectivement, je ne le vois pas dans les exemptions prévues par la proclamation du 11 mars dernier. Ouais. À ce stade, si vous partez en France, vous ne pouvez pas revenir aux États-Unis. Et donc vraiment, si en cas de doute, les gens peuvent tout à fait aller sur notre site internet. On a mis en ligne récemment une FAQ, Voyager en France cet été, qui répond à de nombreuses questions. Et sur cette FAQ, on trouve le lien notamment avec la traduction française de cette déclaration de la Maison-Blanche qui indique, que bon, les résidents permanents et les ressortissants américains peuvent revenir aux États-Unis. Et cette déclaration énumère d'exemptions. N'hésitez pas à consulter notre FAQ sur notre site internet qui mentionne notamment cette traduction française de la déclaration. Merci beaucoup pour ces précisions également. Donc, si vous avez encore des questions, il vous reste que quelques minutes pour les poser. Voilà, nos 3 invités. N'hésitez pas à lever la main, nous rejoindre sur Zoom ou la poser sur Facebook. Nastasia pourra relayer également votre question. On a donc Séverine avec nous qui a également une question. Bonsoir Séverine, est-ce que vous nous entendez ? Alors Séverine, il va falloir activer le micro pour qu'on puisse vous entendre. Séverine ?
Alors, en attendant, je vais peut-être vous poser une question également de Annie qui est avec nous sur Zoom. Elle explique, donc, elle est française, elle a la carte verte, elle va devoir aller en France pour s'occuper de sa mère qui a 92 ans. Elle se pose la question, si elle tombe malade en France et qu'elle doit aller à l'hôpital, est-ce qu'elle va être prise en charge par la sécurité sociale? Ah, bonne question. Ça, c'est une question très importante qui est dans la FAQ, mais Sandra va vous la détailler. Donc ça dépend, je dirais, de sa couverture médicale. Donc il faudrait que le mieux ce serait de souscrire une assurance voyage pour être sûr que ces frais médicaux pourront être pris en charge. Il y a actuellement une mesure qui est mise en place, mais uniquement pour les Français qui reviennent définitivement en France. Cette mesure existe jusqu'au 30 septembre prochain. Donc elle permet d'accéder à la sécurité sociale sans un délai de carence de 3 mois. Et donc la prise en charge des soins. Mais sinon, le mieux, ce serait certainement de souscrire une assurance voyage pour être sûr que les frais médicaux soient couverts. Très bien, voilà Annie pour votre réponse. Est-ce que cette fois-ci, Séverine nous entend? Est-ce que Séverine a activé son micro ou toujours pas? J'ai l'impression que Séverine ne nous entend pas. Donc, je vous rappelle, voilà, il reste vraiment quelques minutes avant la fin de cette émission. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Laurent Galisso, le consul général de France à Miami, est là pour y répondre, autant que Sandra Pouliken, qui est consul adjointe, ou encore Pascal Garcia, en charge des affaires sociales. Il me semble que voilà, on n'a plus de questions actuellement. On a répondu à la majorité, en tout cas cette émission. Ah, on est heureux. On est heureux. Mais on continue le dialogue, en tout cas, ce qui est très agréable avec tous les Français de la circonscription par mail, ou en tout cas, vous êtes nombreux aussi à nous appeler, et ça nous fait plaisir de vous répondre, en tout cas dans cette situation compliquée, mais en vous donnant toujours les bonnes références sur notre site. Vous verrez, c'est quand même très étoffé, toute l'information. Alors justement, vous avez deux articles, un consacré au Covid-19, les informations essentielles, et un autre, donc une foire aux questions, c'est ça, voyager en France cet été. Donc, il ne faut pas hésiter, on va mettre les liens justement sur notre Facebook pour que les gens puissent y accéder. Et on peut également… Merci Grégory. Mais je vous en prie, on peut également vous contacter par email. Donc, tous les emails également sont sur votre page contact du consulat. Voilà, donc il y a eu cette émission, mais bien évidemment, vous l'avez précisé, Laurent Galisso, ça va continuer par la suite. Les gens peuvent vous contacter directement sur vos mails, voilà, à retrouver donc sur la page internet du consulat. Je ne peux que vous remercier d'avoir pris le temps de répondre aux auditeurs de French Morning. Merci beaucoup, Laurent Galisso. Donc, je le rappelle, vous êtes consul général de France à Miami. Merci beaucoup également, Sandra Pouliken, consul adjointe. Et merci également, Pascal Garcia, vous êtes en charge des affaires sociales. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cette émission. Merci beaucoup Grégory, et merci à French Morning. C'est une très belle occasion, et nous apprécions beaucoup cet échange avec vous, et à travers vous, tous les compatriotes qui se posent effectivement beaucoup de questions dans cette période compliquée. Et donc, merci. Merci à vous, et on va continuer justement notre tour des consulats. Cette fois-ci, le rendez-vous est donné ce vendredi à partir de 17h, donc de 5h de l'après-midi. Ce sera donc en présence de Nastasia, ma collègue Nastasia Peteuil, en direct de Washington DC, donc avec le consul François Pinguilly. Voilà, le rendez-vous est donc donné vendredi, 5h, pour avoir toutes les questions autour du consulat de Washington DC. Merci encore à tous les trois, merci à tous les auditeurs, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Très bonne soirée à vous tous. Merci également.